La mère prétendait s'être toujours sacrifiée pour sa fille. La fille en question, séquestrée 25 ans durant, dans une chambre, enfin un taudis, à l'intérieur d'une maison normale, tout étant relatif. La mère refusait que l'on change les draps de sa fille, couverts d'excréments, de vermine, de nourritures avariées. Vous n'arriverez jamais à la tenir propre, disait cette mère aux bonnes. Le livre de chevet, avec François Truffaut, 5e volet d'une série de 7, première diffusion sur France Culture le 11 octobre 1967. Le livre de chevet de François Truffaut. Avant de rendre la parole à François Truffaut, qui nous lit le texte publié par André Gide sur la séquestrée de Poitiers, je rappelle qu'il s'agit de Mélanie Bastian, dont la lamentable situation fut dénoncée par une lettre anonyme à la police de Poitiers le 22 mai 1901. Les épisodes que François Truffaut lit ce soir pourraient s'intituler « Les témoignages des servantes ». Il semble vraiment qu'il y ait, chez tous les membres de cette famille, non tant précisément avarice qu'amour de la saleté. Nous verrons même ce goût étrange se manifester chez le fils d'une manière encore plus répugnante. Mais peut-on encore parler d'avarice lorsque l'on entend Juliette Dupuis nous raconter ceci? Le soir, mademoiselle Bastian ne mangeait presque pas, rien qu'une brioche ou un gâteau appelé jésuite. Et le matin, à son petit déjeuner de 9 heures, rien qu'une tasse de chocolat de la compagnie coloniale. Mademoiselle Bastian ne voulant pas de pain. Par contre, le repas de midi que j'étais chargé de porter à mademoiselle Mélanie consistait généralement en une seule frite et une côtelette entourée de pommes de terre. Le repas était préparé par la fille Tabot. Quelquefois, on faisait venir de l'Hôtel de France et avant de l'Hôtel de l'Europe, les notes de l'hôtel en font foi, soit un poulet au blanc avec champignons, soit un poulet à la sauce rousse. Souvent des huîtres lorsque c'était la saison et aussi du pâté de foie gras. Monsieur Robin, propriétaire de l'Hôtel de France, confirme qu'on lui demandait ainsi des plats souvent 2 ou 3 fois par semaine. Déposition de Madame Faure, marchande d'huîtres. J'ai fourni des huîtres pendant 25 ans à la maison Bastian. Les bonnes venaient en acheter tous les jours ou tous les 2 jours. Madame Bastian demandait les plus belles et les plus fraîches pour mademoiselle Mélanie. Le mémoire de la maison Maillard-Laurando, remis à monsieur le juge d'instruction, accuse une quantité relativement très importante de vin ordinaire de première qualité à 0 francs 75 la bouteille et de vin fin de Bordeaux à 2 francs et 3 francs la bouteille, fournis dans les 2 dernières années à madame Bastian dont les habitudes de sobriété et d'extrême économie ne permettent pas de supposer qu'elle fit cette dépense pour elle-même. L'ordinaire de madame Bastian était des plus simples. Il ne paraît pas qu'elle touchât aux huîtres, au poulet, au foie gras que l'on apportait pour sa fille. Nous lisons ensuite la déposition de la fille Dupuis. Je lui portais la nourriture dans une assiette et je ne mettais jamais de couteau parce que je savais qu'elle n'en voulait pas. Elle prétendait qu'une fille dévote ne devait pas se servir de couteau. Il y avait toujours dans l'assiette une fourchette, mais pas de cuillère parce qu'elle ne mangeait pas de potage. Mademoiselle Bastian ne voulait du reste pas se servir de fourchette. Elle mangeait avec ses doigts. Je ne portais pas de serviette, bien que mademoiselle Bastian m'en demandât parfois pour essuyer ses petites menottes, parce que madame Bastian m'avait refusé de m'en donner. Une autre servante nous dit que mademoiselle Bastian ne mangeait pas toujours aussitôt la nourriture qu'on lui apportait, mais gardait en réserve sur sa paillasse à côté d'elle une partie des aliments, ce qui explique la quantité de détritus. Monsieur Pierre Bastian est venu quelquefois pendant que je faisais manger sa sœur. Il ne s'est jamais occupé de sa nourriture et jamais ne s'est informé s'il lui manquait quelque chose. Au repas de midi, mademoiselle Bastian buvait du vin blanc coupé d'eau. On ne lui a jamais refusé que je sache nourriture ou boisson. Interrompons un instant les témoignages de Juliette Dupuis pour intercaler cet ahurissant fragment de déposition de Virginie Neveu dont je donnerai plus loin d'autres parties également sensationnelles. Mélanie Bastian mangeait les mêmes aliments que sa mère, mais comme boire, madame Bastian mère ne lui faisait donner que de l'eau sucrée dans laquelle elle mettait de l'éther. Il arrivait souvent que Mélanie refusât de boire. Alors la mère nous faisait descendre le verre contenant ce breuvage à la cave, et tous les jours on le lui présentait de nouveau jusqu'à ce qu'elle l'eût bu. Quand je suis arrivé en 1899, reprend Juliette Dupuis, la chambre de mademoiselle Bastian était dans l'état où vous l'avez vu, même meuble, même literie, même saleté. Nous avons souvent, la fille Tabot et moi, demandé à madame Bastian de quoi la changer, de drap, de couverture, de traversin, de matelas. Nous avons essuyé un refus catégorique. Madame Bastian nous répondait que nous n'arriverions jamais à la tenir propre. Je dois déclarer cependant qu'il nous eût été facile, à la fille Tabot et à moi, de la nettoyer et de lui faire contracter des habitudes de propreté. Lorsque nous avons vu que madame Bastian voulait absolument laisser sa fille coucher sur un véritable grabat rempli de vermine, nue sans chemise, recouverte seulement d'une couverture sordide, et que nous avons constaté qu'on nous interdisait d'ouvrir la fenêtre dont les volets étaient cadenassés,
et qu'on nous obligeait à laisser fermer la porte sous prétexte qu'on enrhumait la demoiselle Bastien, nous n'avons plus rien dit, mais nous avons averti les voisins. Il y avait dans la chambre de la demoiselle Bastien une odeur infecte. L'air n'était pas respirable, ce qui n'était pas étonnant car cette demoiselle faisait ses excréments dans le lit et qu'il ne nous était permis d'enlever le petit drap de dessous plié en 4 que le soir à 9h30. Madame Bastien savait parfaitement dans quel état épouvantable de malpropreté était laissée sa fille. Elle se contentait de dire « Ah, pauvre enfant, que voulez-vous que j'y fasse ?» Monsieur Pierre Bastien était au courant de tout. Il venait très souvent voir sa sœur et jamais il ne nous a invités à la tenir propre. Au contraire, quand nous voulions donner de l'air à la chambre, par la porte seulement car la fenêtre était toujours hermétiquement fermée, il allait prévenir sa mère qui nous adressait de sévères remontrances. Les témoignages des servantes de Madame Bastien sont, je l'ai dit, souvent contradictoires. Ce serait les fausser, leur enlever une grande partie de leur intérêt, que de chercher à les réunir et à les grouper dans un résumé. Chacun a son caractère propre, et le mieux, il me semble, est d'en transcrire ici les parties les plus saillantes. Écoutons Juliette Brault que Madame Bastien employa d'abord comme femme de chambre et ensuite comme cuisinière de juin 1897 à septembre 1898. La première fois que je suis entré dans la chambre de Mademoiselle Bastien, j'ai éprouvé un frémissement. L'odeur qui se dégageait du lit de Mademoiselle Bastien était fétide. Il n'y avait pas à ce moment de détritus de viande ou des excréments, mais la paillasse et le matelas étaient complètement pourris, ainsi qu'a dû vous le dire Mademoiselle Perroche qui était domestique avec moi. Mademoiselle Bastien était toute nue, enveloppée dans une sale couverture, et j'ai constaté qu'il y courait très souvent des cafards. Tous les soirs, on plaçait sous Mademoiselle Bastien un drap plié en 4. Il était destiné à recevoir ses excréments, et on ne le changeait que toutes les 24 heures. Mademoiselle Bastien n'était pas absolument folle. Parfois, elle disait des choses sensées, mais elle ne voulait pas être nettoyée, et elle avait toujours la tête couverte. Les meubles étaient recouverts d'une couche épaisse de poussière qu'il était impossible d'enlever, puisque la croisée et les persiennes n'étaient jamais ouvertes. Parfois, je donnais de l'air par la porte, malgré la défense formelle de Madame Bastien, qui voulait que toutes les issues fussent hermétiquement fermées. Cependant, au cours des fortes chaleurs, elle tolérait l'ouverture de la porte. Durant 15 mois, j'ai couché dans cette chambre. L'odeur était insupportable. Elle était cependant un peu tolérable quand la chambre était ouverte. Aussi, la nuit, je laissais toujours la porte ouverte. Si Madame Bastien l'avait su, elle se serait fâchée car elle aurait dit qu'on voulait faire enrhumer sa fille. Bien souvent, j'ai demandé, ainsi qu'Hélène Bonneau et Berthe Perroche, qui ont été domestiques en même temps que moi, à ce que les paillasses et matelas fussent changés. Nous avons toujours essuyé un refus catégorique de la part de Madame Bastien qui nous disait « Vous ne pourrez pas la changer. Ah, la pauvre fille, comme elle m'en a fait perdre. Je dois dire qu'il y avait dans la maison des matelas et des paillasses dont on ne se servait pas. Il n'y en aurait pas eu à acheter. » Quand je parlais d'une chemise à Madame Bastien, elle me répondait « La pauvre enfant, elle n'en veut pas. » Mademoiselle Bastien n'avait aucun linge de corps et la commode de sa chambre était vide de tiroirs. J'affirme que si on avait voulu, on aurait pu tenir Mademoiselle Bastien propre. Mais alors il aurait fallu d'autres aides et une volonté qui n'existait ni chez Madame ni chez Monsieur Bastien fils. Je n'ai jamais vu Mademoiselle Bastien levée. J'ai essayé plusieurs fois de voir sa figure, je n'ai jamais pu. Son corps était d'une maigreur effrayante, bien qu'elle fût nourrie convenablement. Le matin, on lui servait du café au lait ou du chocolat. À midi, au moins 2 plats, et le soir, elle ne voulait rien. J'ai quitté Madame Bastien parce que je ne pouvais plus m'entendre avec une femme aussi avare et aussi autoritaire. Je plaignais de tout mon cœur Mademoiselle Mélanie Bastien. Je n'ai pas cependant songé à avertir la justice. Mademoiselle Mélanie devait rester appuyée sur son coude et se tenir dans une position très pénible, nous dit Louise Quaquenot, née Pichard. Il eût été cependant bien facile de placer sous sa tête un traversin et un oreiller, mais il aurait fallu les remplacer de temps en temps, et c'est ce que Madame Bastien ne voulait pas. L'avarice de cette femme était telle que malgré mes réclamations et les insistances des domestiques qui ont été avec moi, il a été impossible d'obtenir de changer la literie qui était dans un état épouvantable. Un jour cependant, j'ai tellement supplié Madame Bastien que j'étais autorisé par elle à aller chercher un matelas dans une chambre du grand corps de logis. Dans cette partie de la maison, il y avait plusieurs lits complets qui ne servaient à rien. J'ai descendu le matelas dans la chambre de Mademoiselle Mélanie. Lorsque Madame Bastien a vu qu'on allait le substituer au lit de plumes pourries, elle s'est opposée à ce changement et j'ai dû remonter le matelas. Je me souviens que, quelques jours avant mon départ, je me suis fâché avec Madame Bastien parce qu'elle voulait toujours faire servir les mêmes draps et les mêmes linges alors que ses armoires à linge étaient pleines. J'ai souvent blâmé Madame Bastien de laisser sa fille dans un pareil état de saleté et je l'ai engagée à prendre une sœur. Elle m'a répondu que c'était inutile parce que sa fille n'était pas malade et que du reste elle était très bien comme elle était puisqu'elle paraissait toujours contente. François Truffaut a lu ce soir certains des documents réunis par André Gide pour retracer l'histoire de la séquestrée de Poitiers. Le livre de chevet. C'était une émission de Jean-Vincent Bréchignac.
Assistante de production, Janine Antoine. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 11 octobre 1967. À suivre, et d'ici là à réécouter ou à télécharger, ainsi que les précédents épisodes, sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. La séquestrée de Poitiers d'André Gide est publié aux éditions Gallimard. Les nuits, Toute la ville était-elle au courant? Non, sans doute, mais les bonnes.
qui depuis 25 ans que durait la séquestration de Mélanie Bastion, elle devait bien parler, elle. Il faut croire que non. Il avait fallu une dénonciation très tardive pour qu'éclate la vérité. Histoire, fait divers, que racontait André Gide dans La séquestrée de Poitiers, publié chez Gallimard. Attention, la mère de la séquestrée était étrange, cruelle dans son genre, mais le frère de la séquestrée n'était pas sans bizarrerie mentale non plus. Première diffusion du livre de chevet de François Truffaut, le 12 octobre 1967. Le livre de chevet de François Truffaut. François Truffaut nous fait revivre le drame provincial que Gide a exposé et commenté dans son recueil La séquestrée de Poitiers. Nous entendrons ce soir de nouveaux témoignages sur le mode de vie de la séquestrée Mélanie Bastion et sur la personnalité plutôt curieuse de son frère, Pierre Bastion. Non seulement mademoiselle Mélanie vivait ainsi, nous dit une autre servante, mais elle s'y plaisait beaucoup. Je me rappelle lui avoir demandé un jour si elle ne serait pas contente de se trouver dans une chambre bien propre, jolie, ornée de beaux meubles. Elle me répondit « Oh, ma chère petite grotte, je ne voudrais pas pour tout au monde l'abandonner un instant, j'y suis fort bien. » À un moment donné, nous dit Berthe Péroche, la paillasse et le matelas étaient tellement pourris que nous avons demandé à les remplacer par d'autres qui étaient dans la maison et qui s'abîmaient. Madame Bastion a refusé et nous a répondu que nous ne pourrions pas les lui mettre et que d'ailleurs elle ne voulait pas les faire pourrir. Elle nous a cependant permis, mais avec combien d'hésitation, de faire nous-mêmes 3 petits coussins. Nous en avons placé un sous mademoiselle et 2 autres ont été conservés pour coussins de rechange. Nous avons demandé à madame Bastion de faire admettre sa fille dans une maison de santé. Elle nous a répondu qu'elle avait fait vœu de rester avec sa fille jusqu'à sa mort. Écoutons encore Juliette Dupuis. Monsieur Pierre Bastion ne peut pas dire qu'il n'a pas vu la saleté dans laquelle était laissée sa sœur, car j'affirme qu'au moins une fois en ma présence et devant Eugénie Tabot, il a assisté, ayant à ses côtés sa mère, à ce que nous appelions le coucher de mademoiselle Mélanie, qui consistait en ceci. Cette demoiselle se soulevait et se mettait à 4 pattes. La cuisinière relevait les couvertures qui enveloppaient mademoiselle Mélanie, sauf celle qui lui couvrait la tête. Puis elle retirait le drap plié en 4 qui contenait les excréments des dernières 24 heures et enlevait aussi un petit coussin de balle d'avoine qui était absolument dégoûtant. On remettait sur le lit un coussin sec, quoique très sale, et un autre drap lavé, mais jamais lessivé, et mademoiselle Bastion reprenait son ancienne position. Monsieur Pierre Bastion ayant assisté une fois au moins à ce spectacle, il est malvenu de soutenir qu'il croyait sa sœur bien soignée. Le petit coussin de balle d'avoine séchait tout l'hiver dans la chambre, il n'a pas pu ne pas le voir. Comment expliquer cette singulière attitude du frère? Il est temps de parler un peu de lui. L'excellente brochure de M. Barbier, avocat à la cour d'appel, ancien bâtonnier de l'ordre, à laquelle nous avons déjà fait quelques emprunts, va de nouveau nous renseigner. Une photographie de Pierre Bastion que nous avons sous les yeux nous le montre coiffé d'un chapeau de feutre dur, demi-haut de forme et à bord assez large. Il a la tête enfoncée dans les épaules. On ne peut voir son col, mais seulement un petit nœud noir tout droit. Les plis qui vont des commissures des lèvres aux ailes du nez sont profondément marqués. Des moustaches tombantes, très fournies, rejoignent d'épais favoris tombant plus bas que le menton, très large et rasé. Il porte un pince-nez, son regard de myope est étrangement oblique et voilé. Nous avons vu que Pierre Bastion, d'une très grande faiblesse de caractère, se laisse entièrement dominer par sa mère. Celle-ci n'a jamais cessé de le traiter en petit garçon. Il sait pourtant parfois se rebiffer, ainsi que nous le montre la lettre à sa mère du 11 juin 1893 que reproduit le rapport de M. Barbier. Avant de prendre les mesures extrêmes auxquelles je vais être obligé de recourir pour faire face à ma position sociale, je tiens à te dire encore une fois que les 2500 francs me sont absolument nécessaires pour vivre à Poitiers. Tu me les dois, ces 2500 francs, attendu que la volonté formelle de mon grand-père a toujours été que cette rente me fût continuée après sa mort. Je vais prendre à témoin plusieurs personnes qui ont entendu sa déclaration. Cela résulte aussi des lettres que j'ai de lui et que j'ai précieusement conservées dans mon tiroir. Le simple bon sens suffit à montrer que nous ne pouvons pas vivre avec les 1230 francs que tu m'as remis hier, car il manque 20 francs et tu ne nous as même pas donné 1250 francs. Tu ne nous as pas donné un sou d'étrenne cette année, et malgré toutes les dépenses que j'ai dû faire pour soutenir mon rang dans la société à un moment où plus que jamais nous devons montrer que nous n'appartenons pas à une famille de misérables, je ne t'ai pas demandé un centime. Il me semble que loin de nous accuser d'être dépensiers, tu devrais au contraire nous approuver et nous remercier d'avoir mené ta petite fille dans le monde et d'avoir réussi à lui faire bonne figure. Toi qui avais l'air de tenir tant à ce que je boive du vin, je dois te déclarer qu'à partir d'aujourd'hui je bois de l'eau et mange des haricots.
Plutôt que de ne pas soutenir notre rang dans le monde, nous nous priverons de nourriture et cet hiver, on ne fera pas un brin de feu dans la maison. En tout cas, ce n'était pas la peine de nous faire quitter la rue Bonseine pour nous ôter d'une main le double de ce que tu nous avais donné de l'autre. Tu peux te vanter d'abréger ma vie, et si on m'enterre prochainement, on saura à qui s'en prendre. Les témoins abondent pour le peindre aussi myope au moral qu'au physique, et d'une naïveté invraisemblable. Il n'était pas précisément inintelligent. Ses amis, dont Francis Planté, le pianiste qu'il voyait souvent du temps qu'il était conseiller de préfecture à Mont-de-Marsan, l'aimaient et s'amusaient de ses bizarreries. Il n'était pas sans culture, avait même des prétentions littéraires qui ne furent du reste connues que de quelques intimes. Ceux-ci reconnaissent qu'il était rebelle aux soins et aux habitudes les plus élémentaires de propreté. Il tenait à faire son lit lui-même, nous dit madame Giraud, qui fut quelque temps sa femme de chambre. Une autre femme de chambre, mademoiselle Godard, nous apprend qu'il ne voulait pas que l'on changeât ses draps de lit. Il fallait le faire sans qu'il s'en aperçût, et quand il voyait qu'on l'avait fait, il se fâchait. Il mettait une petite malle à la tête de son lit, en guise de traversin. Il défendait de faire sa chambre. Celle-ci était sale et dégoûtante, jamais balayée. Tous les objets y étaient recouverts d'une épaisse couche de poussière, tout y était dans le plus grand désordre, on y trouvait toujours plusieurs seaux de toilette à moitié pleins. Faut-il voir là simplement de la négligence, mot dont se servent quelques témoins? Il semble bien plutôt, ainsi qu'on va le voir par la suite, que Pierre Bastian se plaisait dans la saleté. Le mot saleté n'est même pas assez fort, et l'on s'étonne moins que M. Pierre Bastian ne fût pas incommodé par l'odeur infecte de la paillasse et de la chevelure de sa sœur, mais au contraire y prit plaisir lorsqu'on apprend ce qui suit. Au milieu de sa chambre, un vase de nuit lui tenait lieu de cabinet d'aisance. Il n'admettait pas qu'on le déplaçât. Il fallait que ce vase restât là jusqu'à ce qu'il ne pût plus contenir de matière. Et même un jour, il exigea de son propriétaire un vase beaucoup plus volumineux afin de devoir le vider moins souvent. Il y a mieux encore. Voici ce que nous dit madame Berger, née Martin, ancienne domestique de Pierre Bastian. Il est arrivé 2 ou 3 fois à monsieur Pierre Bastian de monter dans sa chambre après déjeuner pour faire ses selles dans son vase ou dans son seau de toilette, puis de me l'apporter dans la cuisine où j'étais en train de déjeuner pour que j'aille le vider. Certains jours, il fit enlever le lit de sa femme de leur chambre à coucher commune pour le mettre dans le cabinet de toilette voisin, puis, ayant fait ses besoins dans son vase de nuit, il plaça le vase sur la table de nuit à côté du lit de sa femme pour qu'elle sente bien l'odeur, disait-il. Il a, pour plus de sûreté, fermé la fenêtre. Monsieur Pierre Bastian a la vue faible, même avec son binocle. Quand il venait dans la cuisine, il se penchait sur les plats au point de se brûler. Il avait, c'est exact, l'odorat fort peu développé. Il ne voulait pas que les bonnes entrent dans sa chambre, en sorte que, quelquefois, le vase où il faisait ses besoins n'ayant pas été vidé de plusieurs jours, c'était une infection au milieu de laquelle il vivait, sans paraître s'en apercevoir. Inutile de transcrire ici 5 ou 6 autres témoignages qui ne font que confirmer celui-ci. Tout ceci nous explique que M. Pierre Bastian put venir chaque jour lire le journal dans la chambre de sa sœur, ainsi que nous le disent plusieurs témoins, sans être incommodé par l'odeur extrême ancienne, mais au contraire y trouver quelque satisfaction olfactive. Nous ne nous étonnerons donc pas, non plus, si Pierre Bastian ne s'indignait pas davantage d'un état de choses dont il se serait lui-même assez volontiers accommodé. On en était arrivé là, peu à peu, par une lente accoutumance. Mais d'autres lettres de Pierre Bastian, si nous remontons loin en arrière, nous montrent qu'il fit d'abord quelques efforts affectueux pour ramener sa sœur à une existence plus normale. Il écrivait de Mont-de-Marsan le 29 février 1876 « Ma petite Gertrude, nous sommes aujourd'hui au milieu des masques et des déguisements. Il y a ce soir un grand bal à la mairie. Tous les divertissements sont favorisés par un temps splendide. Je souhaite qu'il en soit de même à Poitiers, afin que tu puisses quitter ta cellule et faire un petit tour à Blossac. » Et le 5 août 1882, en post-scriptum à une lettre écrite de Saint-Jean-de-Luz à sa mère, « Ma petite Gertrude, c'est le nom qu'il donnait à sa sœur dans l'intimité, je ne peux pas écrire à Bounine sans t'envoyer un petit mot pour que tu vois que je ne t'oublie pas. J'espère que tu n'es pas malade en ce moment, soigne-toi bien, prends une robe comme tout le monde, et quand je serai de retour à Poitiers, ce qui ne tardera pas, nous irons faire un tour de promenade ensemble si ça te plaît. Ça vaudrait mieux en tout cas que de rester toujours enfermé dans ta chambre. » Et encore le 16 août 1883, nous lisons à la fin d'une lettre à sa mère « Embrasse pour moi Gertrude et dis-lui que je ne l'oublie pas et que je lui écrirai la prochaine fois. Qu'elle se soigne bien et se décide à prendre l'air comme tout le monde. » Ces phrases, ainsi que le remarque M. Barbier, indiquent à la fois la sollicitude du frère et le caractère parfaitement volontaire de la réclusion de mademoiselle Mélanie Bastian. Le goût et l'habitude d'une réclusion, qui ne tarda pas à devenir absolue, dit M. Barbier dans son long rapport, existait donc chez mademoiselle Mélanie Bastian dès 1873, à une époque où ses forces physiques et morales n'étaient pas encore très atteintes, à l'époque où son père et son grand-père étaient là pour la protéger et aussi pour tenter de la raisonner.
Mélanie Bastien avait alors 23 ans. Divers témoins nous disent qu'elle était encore à cette époque très douce et très bonne enfant. Pourtant, les premiers troubles mentaux semblent s'être manifestés chez elle dès 1871. Écoutons M. Théodore Touchard, entrepreneur de plâtrerie. Étant voisin des familles de Chartreux et Bastien, j'ai beaucoup connu les enfants Monnier et leurs parents. La jeune fille, mademoiselle Mélanie Bastien, étant tout enfant, venait souvent à la maison. Elle était très enjouée et très brouillon. C'était un véritable salpêtre. Nos relations se sont continuées pendant de nombreuses années en qualité de voisins. À une époque, je ne puis préciser, mais qui correspond au moment où mademoiselle Mélanie Bastien pouvait avoir 21 ou 22 ans, mon attention, comme celle des voisins, fut attirée par les agissements de cette demoiselle qui sortait en compagnie de madame Fazy Sabonne et qui se rendait dans l'impasse où, à cette époque, demeurait monsieur C. fils. Quelque temps après, le bruit courut que mademoiselle Bastien allait se marier avec monsieur C., ce qui me surprit ainsi que mes voisins, parce qu'il y avait une grande différence d'âge. Puis plusieurs mois s'écoulèrent sans que le mariage se conclût, et c'est après que mademoiselle Bastien ne sortit plus de chez elle et qu'on ne l'a plus vue. J'ai entendu dire que madame Bastien n'aurait pas voulu que sa fille se mariât avec monsieur C. parce qu'elle le trouvait trop vieux. Je le répète, à partir de ce moment-là, je n'ai plus revu mademoiselle Mélanie, et j'ignore absolument la décision qui a été prise par la famille Bastien à son égard. Les renseignements que nous pouvons avoir sur l'état de mademoiselle Mélanie avant 1880 sont très rares. Marie Fazy, qui resta très longtemps au service de madame Bastien, nous dit bien que mademoiselle Bastien souhaita d'abord se marier, puis plus tard voulut entrer en religion et que sa mère s'y était obstinément opposée. Les contrariétés éprouvées par mademoiselle Bastien, dit Marie Fazy, avaient déterminé un dérangement cérébral qui ne l'empêchait pas de raisonner fort bien sur beaucoup de matières. Mais l'époque n'est pas précisée, aucune date non plus pour situer cette déclaration de la dame Honoré, née David. Nous voyons pourtant qu'il faut la placer avant la mort de M. Bastien père, c'est-à-dire avant le 9 avril 1882. Il arrivait quelquefois que mademoiselle Mélanie descendait à la salle à manger pour chanter et jouer du piano. Aussitôt, sa mère la repoussait dans sa chambre en la réprimandant vertement et en lui disant qu'elle faisait honte. Les portes du salon lui étaient fermées. La demoiselle Mélanie remontait alors dans sa chambre en maugréant, mais immédiatement la dame Bastien dépêchait près de sa fille son mari pour en donner à celle-ci de se taire. Il semble que le caractère autoritaire de madame Bastien ait très fâcheusement aidé au déséquilibre mental de sa fille. L'abbé Montbron, qui connaissait la famille Bastien depuis 31 ans, nous peint madame Bastien à cette époque déjà comme fantasque, dure et impérative, ainsi que despote. Les relations qu'il avait avec la famille cessèrent brusquement, et comme l'abbé Montbron s'étonnait de ne plus voir ni madame Bastien ni sa fille, et cherchait à savoir si elles avaient changé de paroisse ou si elles étaient malades, on lui apprit que ces dames ne sortaient plus, pas même pour aller aux églises. Ce n'est qu'en 1882 que l'abbé Montbron, appelé à administrer les derniers sacrements à M. Bastien père, mourant, apprit par lui les mesures qu'il allait, disait-il, être obligé de prendre à l'égard de sa fille Mélanie. Il jouissait de toutes ses facultés, nous dit l'abbé Montbron, et il a reçu tous les sacrements en pleine connaissance. Il pleurait amèrement, semblant indiquer le regret, soit d'avoir dû céder aux exigences impératives de sa femme en agissant aussi rigoureusement, soit d'avoir été obligé de prévenir des scandales, car il disait, et tout le monde le savait déjà par ouï-dire, que la jeune fille hystérique se découvrait totalement devant n'importe qui et se montrait en pareille attitude aux fenêtres donnant sur la rue, ce qui expliquerait à mon avis la fermeture rigide de ces fenêtres. Elle ne voulait pas mettre de vêtements, déclare Marie Brunet, femme déhoulière au service de M. de Chartreux en 1883. Elle allait dans la maison, n'ayant sur elle que sa chemise et un corsage. À cette époque, elle n'était point folle, elle raisonnait à merveille. Elle n'était pas méchante, sauf vis-à-vis de sa mère qu'elle ne paraissait pas aimer. En causant avec celle-ci, mademoiselle Mélanie entrait souvent dans de violentes colères et aurait pu se livrer à des actes de brutalité sans l'intervention de Marie Fazy. Avec cette dernière et comme avec moi, elle était douce. Marie Fazy m'a dit que madame Bastien avait toujours contrarié sa fille et avait toujours voulu l'empêcher, même du vivant de son mari, de sortir. Elle trouvait toujours un prétexte pour empêcher le père de promener sa fille, et comme elle ne sortait pas, elle ne voulait pas que mademoiselle Mélanie se promenât. François Truffaut a lu ce soir certains des documents réunis par André Gide pour retracer l'histoire de la séquestrée de Poitiers. Le livre de chevet. C'était une émission de Jean-Vincent Bréchignac. Assistante de production, Janine Antoine.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 12 octobre 1967. Suite et fin demain dans les nuits de France Culture à la même heure. Et d'ici là, à télécharger, ainsi que les précédents épisodes, sur le site franceculture.fr, rubrique Les nuits de France Culture. La séquestrée de Poitiers, d'André Gide, est publiée aux éditions Gallimard. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Une mère fantasque, dure et impérative. Ça, c'est certain. Et ne parlons pas du frère. La séquestrée de Poitiers, 25 ans de cachot familial. Voici le dernier volet d'une série du Livre de chevet de François Truffaut, diffusé pour la première fois sur France Culture le 13 octobre 1967. Le livre de chevet de François Truffaut.
François Truffaut achève ce soir la lecture du livre qu'il a choisi pour notre émission du livre de chevet. Il s'agit, je le rappelle, de la séquestrée de Poitiers, Mélanie Bastian, cette pitoyable créature qui a fait l'objet en 1901 d'un procès dont André Gide a retracé les péripéties. À cette époque, 1882, il semble que Mélanie Bastian descendit encore à la salle à manger où, dit Madame Deshoulières, elle causait avec sa mère fort raisonnablement. Mais une fois rentrée dans sa chambre, elle était prise de terreur et se faisait des fantômes de tout. Croyant apercevoir des hommes qui venaient la chercher, elle poussait des cris à l'assassin que l'on pouvait entendre de la rue. Si vous étiez arrivé plus tôt, dit la femme Blanchard en avril 1882, vous auriez entendu mademoiselle Bastian crier très fort « Il n'y a donc plus de justice, je vous ferai mettre en prison, tous, oui, tous !» Et ceci explique sans doute les bourrelets que l'on mit aux fenêtres. Celles-ci n'avaient pas toujours été fermées, mais bien seulement les volets que maintenait une barre de fer cadenassée, évidemment en vue d'empêcher les exhibitions de mademoiselle Mélanie. Mais elle se dédommageait alors en criant. La mère lui disait alors que si elle continuait à crier ainsi, le commissaire de police viendrait l'arrêter. Et lorsque les menaces ne suffisaient pas, on passait un balai par la fenêtre pour appuyer sur la poignée de la sonnette afin de lui faire croire que c'était le commissaire qui sonnait. Mais elle découvrit le stratagème, et c'est alors, semble-t-il, que l'on prit l'habitude de maintenir les fenêtres fermées, même en été. Pendant quelque temps, nous apprend Virginie Neveu, femme magot, mademoiselle Bastian demandait tous les jours du papier et un crayon pour écrire, ce que sa mère lui faisait apporter. Alors elle faisait une lettre qu'elle mettait sous enveloppe et qu'elle adressait à diverses personnes dont je ne me rappelle plus les noms. Ensuite, elle la faisait passer par les persiennes de sa fenêtre et tomber dans la cour. Puis elle disait à Marie Fazy, la cuisinière, de la faire porter à la poste. Comme j'étais souvent désigné, madame Bastian me disait de passer par la petite porte et de rentrer par la grande, de telle sorte que la fille croyait réellement que je portais la lettre à la poste. Mais une fois rentrée, je la donnais à madame Bastian qui me disait que, lorsqu'elle en jetterait d'autres, il ne fallait pas les décacheter car il n'y avait rien de sérieux dessus. Mademoiselle ne voulait pas voir sa mère, qu'elle appelait Boudine ou Bounine, et, dans une même semaine, lorsqu'elle venait pour la voir, elle lui a jeté 6 vases de nuit qui se sont brisés dans l'escalier. Madame Bastian lui a alors dit qu'elle ne lui en donnerait plus et qu'elle la laisserait dans la saleté, à quoi la fille lui a répondu qu'elle y était déjà. Elle lui a même dit souvent qu'elle n'était pas la préférée dans la maison. La lecture de ces témoignages et rapports nous permet de juger moins sévèrement l'attitude de M. Bastian. La séquestration de sa sœur nous paraît en partie motivée, et nous voyons du reste qu'il s'agit moins de séquestration que de réclusion, en grande partie volontaire, en dépit des cris, des appels et d'extraordinaires inconséquences d'un caractère déséquilibré. Le rapport Barbier put établir au surplus que Mme Bastian n'était même pas coupable d'avoir imposé ses idées à cet égard. M. et Mme Bastian paraissent s'en être tenus, comme presque tous ceux de leur génération, à des idées désormais surannées. C'est M. Bastian père qui a décidé que sa fille serait soignée à la maison par ses parents, puisqu'il en a été ainsi pendant 6 ou 7 ans durant sa vie. Il exprimait même cette résolution avec une certaine éloquence paternelle quand il disait en 1878 à mademoiselle K.N.K. « Tant que je pourrai la soigner avec les médecins, je la garderai ». Fidèle aux sentiments de son mari, madame Bastian s'y montrait attachée autant que lui quand elle répondait à mademoiselle Péroche, lui parlant de mettre sa fille dans une maison de santé, qu'elle avait fait le vœu de rester avec sa fille jusqu'à sa mort. La simple amélioration de mademoiselle Mélanie Bastian, qui suivit son entrée à l'hôpital, put faire espérer à quelques-uns son retour complet à la raison. Les médecins restaient sceptiques. Au point de vue mental, disait-il, nous considérons mademoiselle Mélanie Bastian comme une débile, dont la raison est de beaucoup inférieure à la normale. Monsieur le juge d'instruction essaya à maintes reprises de l'interroger. Jamais il ne la trouva dans un état permettant de lui faire prêter serment. Le résultat de sa dernière tentative, le 6 août, alors que 2 mois et demi de soins intelligents à l'Hôtel-Dieu auraient dû améliorer l'état mental de mademoiselle Bastian, s'il était susceptible de mieux, a été aussi déplorable que celui des précédents. D'autre part, les 3 médecins légistes consultés émirent la conviction que mademoiselle Bastian ne recouvrerait jamais la raison. Voici du reste le procès-verbal de cette audition du 6 août. Indiquez-nous vos noms et prénoms. Mademoiselle Bastian se met à rire en disant « Rien du tout, rien du tout. Ne vous appelez-vous pas Mélanie Bastian? Il n'y en a pas qu'une ayant ce nom-là. Quel âge avez-vous? Je ne veux pas dire tout cela. Où êtes-vous née? Mademoiselle Mélanie Bastian fait entendre des paroles inintelligibles. Nous distinguons pourtant cette phrase. On ne peut cependant pas rester toujours ici. N'avez-vous pas un frère? Eh bien oui. Voulez-vous nous dire le nom de votre frère? Mademoiselle Bastian éclate de rire et ne répond pas. Vous ne voulez pas nous dire son nom? Non. Votre frère n'est-il pas marié? Elle répond d'une façon inintelligible. N'êtes-vous pas allé au mariage de votre frère à Mont-de-Marsan? Eh bien oui. N'avez-vous pas une nièce et pouvez-vous nous dire son nom? Tant pis pour elle. Quand vous étiez jeune fille, mademoiselle Gilbert ne vous donnait-elle pas des leçons de piano? Je ne la connais pas. Dans quelle pension avez-vous été élevée? Foutre, on ne peut pas tout dire. Votre père ne s'est-il pas occupé de vous et ne vous a-t-il pas appris le grec? Non. N'avez-vous pas eu pendant longtemps comme bonne Marie Fazy? Oui. Qu'est devenue cette bonne? Est-elle pas morte? Je ne sais pas. Où habitiez-vous à Poitiers?
Et je ne veux rien dire du tout, ce n'est pas à moi de causer. N'habitiez-vous pas rue de la Visitation numéro 21? Oui, mais ce n'est pas le numéro 21, c'est le numéro 14. N'y avait-il pas un beau jardin? Oui, oui, quand j'y serais rendu, je sauterais sur l'échine d'une autre. À quel étage habitiez-vous? Mademoiselle Bastien paraît en colère et prononce des mots que nous ne parvenons pas à saisir. Votre chambre était-elle plus jolie que celle-ci? Quand on est à Cher-Bon-Grand-Fond, c'est mieux qu'ici, mais il faut encore attendre pour y aller. Vous souvenez-vous de votre père? Vous aimait-il bien? Oh oui. Votre père est-il mort? Mademoiselle Bastien se met à rire et nous dit: Je ne sais pas tout cela. Vous souvenez-vous de votre mère? Vous aimait-elle et l'aimez-vous? À ce moment, Mademoiselle Bastien se met en colère et dit qu'elle ne veut pas causer. Voudriez-vous voir votre mère? Non, il vaut mieux qu'elle reste là-bas. Mais alors, vous n'aimez pas votre mère? Si, si, mais il vaut mieux qu'elle reste là-bas. Ne vous a-t-on pas dit que votre mère était morte? Mademoiselle Bastien se met à rire et ne répond rien. Au bout de quelques minutes, elle dit: Elle est toujours à Cher-Bon-Grand-Fond. Votre frère venait-il vous voir souvent quand vous habitiez rue de la Visitation? Oui, oui. Vous portait-il des friandises? On est bien assez riche à Cher-Bon-Grand-Fond pour acheter des gâteaux. En nous entendant dicter cette réponse, Mademoiselle Bastien éclate de rire. Rue de la Visitation, étiez-vous couché dans un lit bien propre et aviez-vous des draps bien blancs? Qu'est-ce qu'on dirait à Cher-Bon-Grand-Fond si on entendait tout cela? Pourquoi conserviez-vous sur votre figure un voile ou une couverture? Mademoiselle Bastien prononce avec volubilité des paroles que nous ne pouvons saisir. Faisait-on votre toilette? Peignait-on vos cheveux quand vous habitiez rue de la Visitation? Ce n'est pas moi qui avais tant de cheveux, cela en était une autre. Il y en a d'autres que moi qui ont le même nom. Suivent beaucoup d'autres réponses, aussi déraisonnables que celle-là. Presque tous les renseignements que nous avons donnés sur cette affaire bizarre ne furent mis en valeur que dans le mémoire dont nous avons déjà parlé, composé par Maître Barbier, avocat de Pierre Bastien, et présenté par lui devant la Chambre des mises en accusation sur l'opposition faite par son client à l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction renvoyait celui-ci devant la juridiction compétente pour séquestration criminelle avec torture, crime puni de mort par l'article 344 du Code pénal. Nous ne nous étonnerons pas que Pierre Bastien ait été acquitté en appel après avoir été condamné par le tribunal correctionnel, mais bien plutôt que la Chambre des mises en accusation qui le renvoya devant le tribunal correctionnel le 7 octobre 1901 ait pu reconnaître, on ne sait comment, premièrement, que s'il n'y avait pas lieu de poursuivre M. Bastien pour séquestration arbitraire, par contre, il existait contre le dit M. Bastien charge suffisante d'avoir volontairement exercé sur la personne de sa sœur Mélanie des violences de la nature de celles prévues et punies par l'article 311 du Code pénal. Ou, tout au moins de s'être rendu complice dudit délit de violence ci-dessus spécifié, en aidant et assistant avec connaissance l'auteur des dites violences dans les faits qui les ont consommés, délits prévus et punis par les articles 58 et 60 du Code pénal. Rien n'était moins prouvé, nous l'avons vu. Nous estimons donc inutile de redonner ici les très insuffisants débats et plaidoyers de la correctionnelle. Voici l'arrêt de la Cour d'appel. Après en avoir délibéré conformément à la loi, attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats que l'internement ou la séquestration de Mademoiselle Bastien était nécessité par son état mental, que pendant les premières années de cet internement, les soins nécessaires ne lui ont pas fait défaut, mais qu'après la mort de son père, et quoique certains documents et surtout le testament de la veuve Bastien témoignent que celle-ci avait pour sa fille une affection d'ailleurs intermittente et déréglée, Mélanie Bastien a été laissée pendant de longues années dans une chambre sans air et sans lumière, sur un grabat immonde et dans un état de malpropreté impossible à décrire. Que si une alimentation abondante et même dispendieuse ne paraît lui avoir jamais manqué, l'absence complète de surveillance et de soins ont rendu cette précaution inutile, et que sans l'intervention opportune des magistrats, la méthode barbare qui avait présidé à son traitement n'aurait pas tardé à avoir pour elle une issue fatale. Attendu que ces faits ont justement excité la réprobation publique et qu'ils font peser sur la mémoire de la veuve Bastien une responsabilité morale dont on ne saurait exagérer la gravité, mais attendu qu'en ce qui concerne plus particulièrement Pierre Bastien, les faits de la cause ne peuvent tomber sous le coup d'une disposition pénale, qu'on ne saurait en effet comprendre un délit de violence ou voie de fait sans violence qui n'est établi contre Bastien et même à la charge de sa mère aucun acte de ce genre, en dehors des faits de séquestration dont la Chambre des mises en accusation a écarté le principe, et que, si certains jurisconsultes pensent qu'un délit d'omission peut quelquefois y suppléer, ce n'est qu'autant que cette omission porte sur un devoir incombant juridiquement à son auteur. Attendu que la loi du 19 avril 1898 punit, il est vrai, le fait de quiconque a privé un mineur de 15 ans des aliments ou des soins qui lui étaient dus au point de compromettre sa santé, mais que cette loi nouvelle n'a pas été étendue aux aliénés, qu'elle suppose elle-même que le mineur ainsi privé de soins
été confiés tout au moins pour les recevoir à celui qui les lui a refusés. Attendu qu'il n'apparaît point que Bastien ait jamais eu cette situation vis-à-vis de sa sœur, que pas plus dans les dernières semaines de son existence qu'auparavant la veuve Bastien n'a supporté aucune atteinte à son autorité absolue, surtout de la part d'un fils qui n'habitait pas avec elle, qu'elle n'aimait pas et qu'elle a déshérité, que la mission qu'elle lui aurait confiée pendant cette dernière période de veiller sur sa sœur n'implique aucun abandon de cette autorité, qu'il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle l'ait donnée, que Bastien l'a toujours nié et que les témoignages formels aussi bien que les actes des domestiques qui auraient dû servir à son exécution sont nettement exclusifs, qu'en tout cas il n'est nullement démontré que ce soit avec une volonté consciente et bien délibérée que Laplan aurait participé soit comme coauteur, soit comme complice, et en le supposant légalement criminel ou délictueux aux actes dont sa mère paraît avoir été seule responsable, que sans doute malgré ses infirmités d'ailleurs partielles, il n'est pas permis de croire que Bastien ait ignoré l'état lamentable dans lequel se trouvait sa sœur, et que le rôle purement passif auquel il a cru devoir se résigner, ainsi que la froide impassibilité qui ne lui a inspiré aucune démarche efficace, mérite le blâme le plus sévère, que sa conduite ne tombant pas néanmoins sous le coup de la loi pénale à laquelle les juges ne sauraient suppléer, il y a lieu pour la Cour de prononcer son acquittement. Par ces motifs, à l'endroit du jugement rendu le 11 octobre 1901 par le tribunal correctionnel de Poitiers, dit qu'il a été mal jugé, bien appelé, réforme en conséquence le dit jugement, émendant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire et sans qu'il y ait lieu de faire autrement droit aux conclusions déposées, renvoie Bastien des fins de la poursuite sans dépens, ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel, chambre correctionnelle à Poitiers le 20 novembre 1901. François Truffaut a lu ce soir certains des documents réunis par André Gide pour retracer l'histoire de la séquestrée de Poitiers. Le livre de chevet. C'était une émission de Jean-Vincent Bréchignac. Assistante de production, Janine Antoine. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 13 octobre 1967. Vous pourrez la télécharger sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture, ainsi bien sûr que les précédents épisodes. La séquestrée de Poitiers d'André Gide est publiée aux éditions Gallimard. Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Un drame effroyable. Des témoins lâches, mais la discrétion était considérée comme une grande vertu. L'affaire date de 1901, le texte d'André Gide de 1930, mais l'on sait que d'autres affaires de ce genre surgissent, hélas, de temps à autre en France ou ailleurs. Certaines familles aiment le secret et la justice pourvu qu'elle soit familiale. Le livre de chevet, première diffusion sur France Culture le 5 octobre 1967. Le livre de chevet de François Truffaut.
Il y a un livre que j'aimerais beaucoup lire, c'est La séquestrée de Poitiers par André Gide. Sans doute plusieurs raisons, peut-être parce que Gide est injustement, à mon avis, oublié aujourd'hui, et aussi parce que La séquestrée de Poitiers n'est pas du tout une œuvre de fiction, ce n'est pas un roman, c'est une suite de documents réunis par André Gide qui avait un goût très fort pour les faits divers. Et il avait inauguré en 1930 chez Gallimard une collection intitulée Ne jugez pas, qui n'a pas dû avoir la faveur du public, puisque je crois qu'il n'en existe que 2 ou 3 numéros, et dont le deuxième, qui est consacré à la séquestrée de Poitiers, qui est la relation d'un fait divers, ancien déjà d'une trentaine d'années, puisque c'est un fait divers du début du siècle, de 1901 exactement. Comme André Gide, j'ai un goût très fort pour les faits divers, probablement parce qu'il marque l'intrusion du baroque dans la vie quotidienne. Je crois qu'on aime les faits divers quand on aime à la fois ce qui est fantastique et ce qui est réaliste. Je crois qu'il n'y a rien de plus à dire. Voici la lecture de La séquestrée de Poitiers, document réuni par André Gide. Le livre s'ouvre sur 2 citations en exergue qui sont assez importantes, je crois, pour être lues. La première est une pensée de Pascal, très célèbre, c'est « J'ai découvert que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre ». Et la seconde, c'est une citation de Gide lui-même, une phrase extraite des Faux-monnayeurs. « Il suffit bien souvent de l'addition d'une quantité de petits faits très simples et très naturels, chacun pris à part, pour obtenir un total monstrueux. » Avant-propos. J'ai quelques scrupules à signer la relation de cette singulière histoire. Dans l'exposé tout impersonnel que je vais en faire, je ne soucie que de mettre en ordre les documents que j'ai pu recueillir et de m'effacer devant eux. Voici comment La Vie illustrée présentait à ses lecteurs en 1901 l'étrange affaire qui va nous occuper. Les drames cachés, la séquestrée de Poitiers. À Poitiers, dans une rue calme et paisible au nom monacal, la rue de la Visitation, vivait, universellement honorée dans la région, une famille de haute bourgeoisie. Madame Veuve Bastian, née de Chartreux, de lignée poitevine fort aristocratique, habitait là avec son fils, Pierre Bastian, ancien sous-préfet de Puget-Théniers, au 16 mai. Madame Bastian de Chartreux, âgée de 75 ans, demeurait dans la maison où elle avait vécu avec son mari, ancien doyen de la faculté des lettres de la vieille cité provinciale. Son fils, marié à une Espagnole de tempérament moins calme que le sien, était revenu seul à Poitiers. Il habitait dans l'immeuble qui fait face à celui de sa mère. Un troisième personnage appartenait à cette famille, une fille Mélanie qu'on avait vue enjouée et rieuse jusqu'à l'âge de 25 ans et qui brusquement avait disparu. Maladie mentale, disait-on. Madame Bastian de Chartreux l'avait internée, dès l'abord dans une maison de santé, puis, par dévouement, par charité chrétienne, elle la reprenait et la soignait, toute d'abnégation, avec le concours d'une vieille bonne, par-delà les volets clos de la maison douloureuse dont personne ne franchissait plus le seuil. Même la vieille bonne, Madame Renard, restée 40 ans chez ses patrons, avait obtenu, il y a 6 ans, sur la demande de M. Pierre Bastian, qui, lui aussi, respectueux de son demi-sang bleu, se faisait appeler de Chartreux, une médaille de la Société de l'encouragement au bien. Ce fut un prix de vertu qui honora à la fois la vieille domestique et ses très vertueux maîtres. Mais la vertueuse Madame Renard mourut, et de nouvelles servantes entrèrent dans cette maison, cette étrange maison dont certaines fenêtres étaient cadenassées, dans ses volets à l'extérieur, et qui parfois laissait passer des cris étouffés et lointains. Or, une des bonnes, dans cette sévère demeure, ne dédaignait point de recevoir, la nuit étant venue, un soldat vigoureux, ordonnance d'un lieutenant de la garnison. Ce guerrier, plus apte à manier le plumeau et la brosse à reluire que la baïonnette et le fusil, n'avait pas la discrétion de Madame Renard, et n'ignorait point que les lettres anonymes compromettent peu leurs auteurs. Il en écrivit une, et par là, le parquet, servi à Poitiers par une police peu curieuse, apprit, premièrement, que mademoiselle Mélanie Bastian n'était point folle, deuxièmement, qu'elle était tenue en état de réclusion depuis 24 années dans une chambre sordide, la chambre plaintive aux volets cadenassés, dont elle ne sortait jamais, et où elle vivait parmi les ordures, la vermine, les vers et les rats, dans l'obscurité la plus complète et presque sans nourriture. Tardivement, ces messieurs de la magistrature, qui respectaient fort la bien-pensante famille Bastian, comme tout le monde la respectait d'ailleurs, durent prendre de l'émoi. Ils intervinrent, forcèrent la porte et trouvèrent étendue dans un galetas indéfinissable la malheureuse créature. Les raisons, voilà ce qu'on raconte à Poitiers. Mademoiselle Mélanie Bastian, vers sa 25e année, aima et se donna. On pensa qu'un enfant fut le fruit de ses amours. On croit encore que cet enfant fut supprimé. Et pour punir la pauvre fille de ce que le monde appelle une faute, et surtout pour qu'elle ne parle pas, la pure, l'honorable, l'excellente Madame Bastian de Chartreux enferma pour jamais, aidée en cela par le silence de son digne fils, la pauvre Mélanie dans le taudis où elle refusa de mourir et où l'on vient de la découvrir après 24 ans. C'est un drame effroyable, un drame de préjugés, de respectabilité, de vertu exaspérée, une vertu basée sur la convention hideuse, mais ce qui est le plus abominable encore, c'est la lâcheté des témoins qui se lèvent en masse aujourd'hui et qui, pendant un quart de siècle, tant qu'il pouvait sembler moins anodin de parler, se sont férocement tus.
La discrétion, il est vrai, est encore une vertu, et cette vertu-là, exaspérée et lâche, elle aussi, fut 24 années durant la complice criminelle de la cruelle vertu de madame Veuve Bastien de Chartreux et de son fils, le sous-préfet bien pensant. L'on peut voir, dans le ton même de cet article, un reflet de l'indignation qui souleva tout aussitôt l'opinion publique à cette époque. Comment cette affaire, en apparence si monstrueuse, où la culpabilité de madame Bastien et de son fils semblait d'abord si évidente, put-elle aboutir à un acquittement des inculpés, c'est ce que l'on comprendra sans doute en lisant tout ce qui va suivre. Chapitre 1er. Le 22 mai 1901, le procureur général de Poitiers recevait donc une lettre anonyme datée du 19 mai ainsi conçue. Monsieur le procureur général, j'ai l'honneur de vous dénoncer un fait d'une exceptionnelle gravité. Il s'agit d'une demoiselle qui est enfermée chez madame Bastien, privée d'une partie de sa nourriture, vivant sur un grabat infect depuis 25 ans, en un mot, dans sa pourriture. Au reçu de cette lettre anonyme, le commissaire central de police de Poitiers, sur l'ordre et avec les instructions du procureur, se rendit 21 rue de la Visitation le 23 mai à 2h30. Une des bonnes, que madame Bastien employait à son service, la fille Dupuis, répondit à un coup de sonnette. Madame Bastien, madame ne reçoit pas, elle est alitée. Veuillez s'il vous plaît dire à madame Veuve Bastien que je suis le commissaire central et que je désire absolument lui parler. La servante monta alors au premier étage, elle revenait quelques instants plus tard, disant Monsieur, madame vous prie de vous adresser à son fils qui demeure en face. Monsieur le commissaire central vint alors frapper à la porte de monsieur Pierre Bastien, mais on lui répondit tout d'abord que monsieur Bastien était également indisposé. C'est bien bizarre, reprit monsieur le commissaire central, que tout le monde soit indisposé dans ces deux maisons. Dites à votre maître que je suis le commissaire central et que j'ai une communication importante à lui faire. Monsieur le commissaire central fut reçu par monsieur Pierre Bastien. Il lui dit Une lettre anonyme dénonce madame votre mère comme ayant séquestré votre sœur Mélanie, qui serait depuis 25 ans au lit, au milieu d'une pourriture infecte. Cette lettre ajoute que la fenêtre de la chambre est cadenassée. En effet, en arrivant auprès de la demeure, je viens d'apercevoir au second étage une fenêtre dont les persiennes sont closes. Voudriez-vous me mettre en présence de votre sœur? Qui êtes-vous donc? Interrogea M. Bastien. Je suis le commissaire central, votre bonne a dû vous le dire. Ce que l'on vous a raconté, reprit M. Bastien, est une affreuse calomnie. Je suis tout à fait étranger à cette histoire. Du reste, ma mère et ma sœur habitent ensemble, dans une maison autre que la mienne. Respectueux des volontés de ma mère qui entend être maîtresse chez elle, je ne me mêle jamais en rien de ses affaires. Quoi qu'il en soit, interrompit monsieur le commissaire central, je tiens à me rendre compte moi-même de visu. La meilleure façon de vous justifier, monsieur, c'est de me laisser voir votre sœur, de lui parler. Je ne puis vous la laisser voir sans avoir préalablement appelé le docteur. Celui-ci seul saura dire si vous pouvez pénétrer sans inconvénient dans sa chambre. Ma sœur est atteinte depuis une douzaine d'années d'une fièvre pernicieuse et ne doit recevoir personne. Répondant aux questions du commissaire, M. Pierre Bastien fit connaître son âge, 53 ans, et ses qualités, docteur en droit et ancien sous-préfet. L'âge de sa sœur Mélanie, 52 ans. Madame Bastien n'avait pas d'autre enfant. Pierre Bastien dit au surplus que sa sœur n'était nullement abandonnée. Il l'allait voir lui-même plusieurs fois par jour. Il protesta contre la dénonciation dont sa mère était l'objet, et il dit qu'il en référerait au procureur de la République. Le commissaire lui fit alors observer que le meilleur moyen de réduire la calomnie était de l'introduire sans plus tarder dans la chambre de mademoiselle Bastien. Il avait pu observer du dehors que les volets d'une chambre du deuxième étage étaient maintenus fermés par une chaîne, ce qui donnait quelque vraisemblance aux dénonciations de la lettre anonyme. M. Pierre Bastien se montra prêt à consentir, mais il devait préalablement obtenir l'autorisation de sa mère qui décidait de tout dans la maison.